Alors on va passer de la Bretagne au sud-ouest en accueillant Adrien Rosé qui est chargé d'études au Parc naturel régional des Landes de Gascogne. C'est ça ? C'est ça, voilà. c'est ça. Bonjour à tous, merci au comité scientifique de cette journée d'études de me permettre de présenter devant vous aujourd'hui les résultats obtenus par la mission d'inventaire du patrimoine bâti du Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Alors avant de s'intéresser à proprement parler au pan de bois, je souhaiterais rappeler 2 points de contexte qui vont vous permettre de mieux justement contextualiser la manière dont les données qui vont être présentées ont été acquises et la manière dont elles ont été analysées par la suite. Alors un contexte d'abord peut-être plutôt scientifique. Le territoire d'étude déjà dans un premier temps. Alors là, le massif forestier des Landes de Gascogne est un massif forestier qui s'étend sur 3 départements, Landes, Gironde et Lot-et-Garonne. C'est un massif forestier qui est assez récent, puisqu'en fait, il se développe à partir de 1857. Avant que ce massif forestier ne se développe, ce territoire il est occupé par des landes qui sont des terres pauvres, arides l'été et humides, voire marécageuses l'hiver. Ce territoire du massif forestier des Landes de Gascogne a été étudié depuis une centaine d'années par il y a eu pas mal d'études scientifiques, notamment en termes de géologie, de géographie, d'histoire, d'ethnologie et d'archéologie. Mais en fait, il faut attendre les années 70-80 pour que la ferme traditionnelle landaise, qu'on appelle aussi aériale, on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, soit étudiée pour elle-même avec des travaux d'ethnologues locaux comme Pierre Toulgouat ou moins locaux comme Keila ou la publication Architecture rurale française avec Bidard et Colomb. Ces travaux vont permettre de mettre l'accent sur la maison traditionnelle landaise et parallèlement, donc à partir des années 80, et parallèlement à ça, le parc naturel régional des Landes de Gascogne se crée, est fondé, et ça va créer une émulation scientifique sur le territoire du parc. On verra un peu plus tard quel est le territoire du parc, avec des colloques, notamment un premier colloque en 1981, la Grande Lande, qui vient fixer une pérennité d'occupation sur le territoire des Landes de Gascogne du Moyen-Âge, plutôt au XIIIe et XIVe siècle, jusqu'à aujourd'hui, avec une densité de bourgs et de paroisses qui est similaire, voire plus accrue que celle qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui vient désamorcer l'idée du désert landais, qui est qu'il y aurait peu de population qui réside dans ce territoire-là avant le XVIIIe siècle. Ce colloque, il est marqué d'une pierre blanche, puisqu'à partir de ce moment-là, on s'est posé des questions sur comment, s'il y avait bien des gens au Moyen-Âge sur ce territoire-là, comment habitaient-ils ? Quel était leur mode d'occupation du sol ? Et quelles étaient les fermes qui étaient les leurs ? Ça a donné lieu à un PCR en 2001 au parc naturel régional des Landes de Gascogne, et ce PCR a été publié ensuite en 2011. Et là, ça a donné lieu à une discorde que vous avez tous les deux évoquée ce matin, dans une publication qui s'appelle « De la lagune à l'aérial », où d'un côté, dendrochronologues et conservateurs ont mis l'accent sur le fait que la maison traditionnelle landaise pourrait dater en partie ou en totalité des XIIIe et XIVe siècles, et de l'autre côté, archéologues arguant que pour ce qu'ils avaient eux, enfin c'était Yann Laborie, et donc pour la partie qui avait été fouillée, ça pouvait pas, ne pouvait pas être antérieure au XVIIe siècle. Donc d'un côté, on a les archéologues avec des preuves d'occupation XVIIe siècle sur la maison traditionnelle landaise, et de l'autre, XIIIe siècle. Moi, je suis arrivé juste après ce contexte-là, en 2018. Donc, la mission d'inventaire du patrimoine a été créée. C'est une mission qui est financée par la région Nouvelle-Aquitaine, le département de Gironde, le département des Landes et les communes du parc. Pourquoi on a créé cette mission ? Avant de parler d'abord de la... Je ne sais pas si vous voyez la flèche. Oui. Alors, quel est le périmètre de cette mission ? C'est le périmètre du parc naturel régional des Landes de Gascogne qui s'étend du bassin d'Arcachon au nord, au sud au nord du Marsan, à l'est le Bazadais et à l'ouest la Gouttière Atlantique. C'est un parc qui est composé de 51 communes et l'inventaire du patrimoine a pour objectif de recenser de manière exhaustive, c'est un recensement, donc de recenser de manière exhaustive tout le patrimoine présent sur le territoire du parc antérieur aux années 1950. On étudie absolument tout, donc ça veut dire église, usine, maison. En termes de chiffres, ça représente 51 communes à inventorier en 3 ans. Bon, évidemment, c'est bien trop rapide. A priori, il y aura une deuxième triennale, mais il faut bien vous dire qu'ici, le rythme est assez soutenu. On n'est pas dans un repérage et une sélection. Pourquoi on a lancé cette mission ?
Ça répond à un contexte qui s'impose de lui-même, à savoir la destruction progressive du patrimoine bâti présent sur le territoire du parc. Alors je l'ai pas dit tout à l'heure, mais avant si je vous ai dit que avant que le massif forestier landais ne s'implante, on avait des landes qui fonctionnaient avec un système agropastoral. Et tout le bâti qui est associé à ce système agropastoral est en train de disparaître aujourd'hui. Si jamais on compare avec les chiffres des études antérieures, notamment sur la commune de Luxeuil, donc en Haute-Lande, 93% des bâtiments qui figurent sur le cadastre ancien sont détruits. Il ne reste plus que 7% des bâtiments agropastoraux. Donc on est vraiment dans un contexte d'urgence avec des tempêtes répétées sur le territoire des Landes de Gascogne qui soufflent jusqu'à 110 000 hectares. Oui, je crois que c'est ça. Et les maisons qui vont avec. Donc on avait à cœur de réaliser un inventaire le plus exhaustif possible pour au moins avoir une première base, un état de la question, pour ensuite orienter la politique à la fois de conservation, puisqu'on alimente les PLUI, et dans un deuxième temps les recherches thématiques qui vont venir se greffer sur ce recensement qui est mené sur le territoire du parc. Au niveau des premiers résultats, on est à 1 an et demi aujourd'hui. Vous avez le territoire du parc qui est en hachuré. 11 communes ont été traitées. Et on a pu apporter, alors on est 2 sur le terrain, on a donc pu apporter de la documentation sur 6 900 bâtiments en termes chronologiques. Et je vous l'ai dit, on s'arrête aux années 1950. Il y a environ 2500 bâtiments qui rentrent dans notre fourchette chronologique, qui ont été recensés avec un peu plus de données, des données qui sont à la fois chronologiques, de fonction, et de typologie, et de matériaux aussi, avec une photo qui est agrégée à chaque fois à l'information, sous un système d'information géoréférencé. Sur ces 6 900 bâtiments, on a réussi à recenser 150 à 175 fermes agropastorales, donc antérieures à 1857, en fait, qui figurent sur le cadastre ancien. Et sur ces 175 fermes, seulement 125 maisons agropastorales sont aujourd'hui conservées. Donc, 125 maisons ramenées au chiffre de 5 900 bâtiments, ça vous donne une idée à quel point ce patrimoine est menacé aujourd'hui. Alors, intéressons-nous maintenant à la ferme traditionnelle landaise et au pan de bois un peu plus en avant. Alors, qu'est-ce que c'est que la ferme traditionnelle landaise, qu'on appelle aussi aériale ? La ferme traditionnelle landaise, c'est une exploitation agricole qui est implantée sur une clairière plantée de chênes. Les bâtiments sont regroupés en ordre lâche sur cette clairière plantée de chênes. Ils ne se touchent pas. Les bâtiments agricoles sont séparés des bâtiments domestiques. Cette clairière plantée de chênes, elle est séparée des champs par des fossés. Et les champs prennent place autour. Il s'agit de champs de seigle et de millet. Pour être mis en culture, ces champs ont obligatoirement besoin d'engrais. Et c'est pour ça qu'on va élever des moutons dans les Landes de Gascogne pour leur engrais, pour récupérer leur fumier et pour mettre en culture les champs par la suite, ce qui permet d'aller jusqu'à 2 récoltes par an sans utiliser le système de la jachère. Donc on a un système qui est qui est très adapté au milieu aride et pauvre de la lande. Alors, une exploitation agricole sur une clairière plantée de chênes, c'est un aréal, ce qu'on appelle l'écart sinon. Plusieurs exploitations agricoles, c'est sur une clairière plantée de chênes, c'est un quartier. Et si on rajoute une église au milieu, on est dans le cadre d'un bourg. Mais les bourgs sont aussi avec une implantation en ordre lâche. Sur les constantes des bâtiments qui s'implantent sur cette clairière plantée de chênes, il y a plusieurs choses. J'ai déjà dit que c'était en ordre lâche et que les bâtiments étaient séparés entre bâtiments agricoles et bâtiments domestiques. L'implantation, on a beaucoup plus de bâtiments. C'est en réalité la norme d'avoir un bâtiment avec une façade tournée du côté du mur pignon, comme c'est le cas ici pour cette bergerie. Et ce pignon est toujours tourné, orienté est-sud-est. Pourquoi ? Pour profiter du soleil levant et pour se prémunir des vents d'ouest humides qui viennent de l'océan. Donc ici, vous avez un toit à 2 eaux, 2 versants, et une croupe qu'on appelle localement dans les Landes une queue de palombe, avec ici le toit qui descend assez bas pour protéger la façade ouest des vents océaniques. Au niveau des bâtiments, rapidement, puisqu'on a peu de temps pour l'aborder, des bâtiments qui composent cet aréal, on a évidemment la maison agropastorale, une maison bloc, avec cette façade tournée sur le pignon ici, un emblème de la basse-cour de l'aréal landais, donc le poulailler perché. On trouve aussi des fournières, qui sont des fours à pain. Le four à pain, alors je ne sais pas si vous voyez le pointeur, le four à pain est ici, et vous avez une salle où on peut travailler et entreposer du bois devant. On a également des moulins aux abords des quartiers. Les quartiers, les aériaux et les bourgs sont implantés à proximité des cours d'eau ou à proximité des lagunes. On retrouve donc fréquemment des moulins. La Haute-Lande
est une terre de quête. Ça veut dire que les hommes sont libres, ils ne sont pas sujets ils ne paient pas l'impôt lié à la cuisson du pain et au fait de moudre la farine au moulin. Pardon, je m'emmêle les pinceaux. Donc on a une densité très importante de four à pain sur les ariaux. On a également ce qu'on appelle donc la soue, le toit à porc, toujours dans la basse-cour, et surtout la bergerie. Ici, j'ai choisi de vous montrer un seul type de bergerie parce qu'on a assez peu de temps. Il s'agit d'une bergerie parc qui reprend à peu près la même structure que la maison, même si on a des petites différences, donc la maison que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, au niveau des matériaux de construction, le bois est un dénominateur commun, on le retrouve absolument partout, la construction en bois. Il s'agit de bois, pour ce que j'ai pu observer, de chêne tausin et chêne pédonculé, donc assemblés en pans de bois. On trouve aussi du bois de pin maritime, qui est du pin gémé, qu'on va plutôt utiliser en remplissage. Et ce pin gémé, il a la particularité, une fois qu'il a donné toute sa résine, qu'il est coupé au bout de 60 ans, ses fibres se sont rétractées et ça en fait un bois très bon marché et dur qui est utilisé en remplissage. Voilà pour le bois. En ce qui concerne la provenance de ce bois, on n'a pas trouvé de marque qui nous permette d'étayer l'idée de bois flotté, assemblé en radeau. Et on a connaissance de bois feuillus qui sont entretenus à proximité des ariaux. Donc on pense que ces bois sont d'origine locale. En ce qui concerne le remplissage, donc le torchis ou le ourdi, on a recours à de la paille de seigle qui est tressée, qui est ensuite insérée entre les pièces de bois qu'on a entre le pan de bois. Ensuite, elle est enduite d'une première couche d'argile, et cette argile reçoit ensuite un mortier de chaux. La chaux étant le seul matériau qui n'est pas d'origine locale pour la Haute-Lande. La pierre locale, c'est la garluche, c'est un grès ferrugineux que l'on trouve par banc sous le sable des Landes, qui est plus ou moins accessible, ce qui fait que dans certaines communes, on a une utilisation accrue de la garluche et dans d'autres, on la trouve beaucoup moins. Pour les terres plutôt à l'est de notre terrain d'étude, donc les Petites Landes ou le Bazadais, on trouve ponctuellement du calcaire avec une utilisation de moellons de calcaire. À chaque fois, on a plutôt une utilisation, si je peux récupérer mon pointeur, en moellon, comme ce que vous pouvez observer ici. Alors, intéressons-nous maintenant au mode de construction de cette maison traditionnelle landaise, une maison de ferme ou de métairie, selon le faire-valoir. Alors, il s'agit de maisons à pans de bois à grille, en règle générale. Le pan de bois, soit il est utilisé dans la totalité de la construction, soit il est utilisé sous forme de cloisons dans les maisons qui sont construites en pierre. Donc là, évidemment, vous voyez devant vous, c'est la totalité de la maison qui est construite en pan de bois. Mais on trouve aussi des maisons construites en pierre, avec des cloisons intérieures en pan de bois. Une chose qui est intéressante, c'est que, alors je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis là maintenant, la maison traditionnelle landaise se caractérise par une organisation autour d'une salle commune, avec les chambres qui sont distribuées par cette salle commune. Cette salle commune, c'est ce que vous avez là. Cette salle commune, elle est distribuée par un auvent qui, en Haute-Lande, est souvent dans la travée centrale, et dans les Petites Landes ou dans le Bazadais, peut également prendre ponctuellement la place des 3 travées de façade. Et quand on a une maison qui est construite en pierre, souvent, ce qui n'est pas le cas ici, mais souvent, enfin si c'est le cas ici, souvent l'auvent, le mur pignon sous l'auvent est en pan de bois, alors que le reste de la construction est en pierre. Intéressons-nous maintenant au mode de construction. Pour la maison de la Haute-Lande, c'est des maisons tripartites, avec une structure et un plan dit basilical. Donc on a 4 alignements de poteaux qui reposent sur des dés en pierre. C'est ce que vous avez ici, que vous pouvez voir là. Si on regarde en élévation maintenant, pour le pignon, vous avez donc 4 alignements de poteaux que vous avez ici, ici et ici. Pour les poteaux centraux, ils montent de fond. Et ces poteaux, ils sont assemblés à des sablières basses que vous avez ici, à des sablières de plancher, ici, et à l'entrée que vous avez là. Entre ces poteaux, on trouve des colombes ou des poteaux. Et en ce qui concerne les contreventements, on va trouver des guettes associées à des tournisses. Vous noterez ici la présence donc des solives du plancher, et on retrouve ici aussi des contreventements. On peut donc, pour préciser un petit peu cet assemblage, je veux mettre l'accent sur ces sablières basses là qui sont courbes. Ces sablières basses sont courbes, elles sont rattrapées en dessous par le solin qui est construit en pierre locale, souvent en garluche ou en calcaire. Ici, le remplissage est en torchis.
Donc là, vous avez un gouttereau, on retrouve cette structure à poteaux avec les fenêtres, une fenêtre ici qui vient s'adosser au poteau et une porte ici aussi. Donc les poteaux portent une sablière haute ici. Et vous noterez que cette façade est faiblement contreventée. En ce qui concerne, encore une fois, cette question de contreventement, en Haute-Lande, on va trouver très fréquemment ces guettes associées à des tournices et, comme on l'a vu tout à l'heure, plutôt en Bretagne, des colombes biaises ici qui viennent certainement servir de contreventement en sachant que la travée centrale est ici et que dans la travée centrale, on a des bois qui sont plus droits. Je pense que de fait, la structure basilicale est contreventée par les bas-côtés qui viennent contreventer la travée centrale. Si on s'intéresse, ah oui, très intéressant. Il y a 2 exemples de pans de bois à Croix de Saint-André dans le corpus que je vous présente aujourd'hui. Pour ce que je connais, ce que j'ai vu sur le terrain, ce pan de bois à Croix de Saint-André, il est exclusivement limité à l'étage visible sur le pignon sous l'auvent, en façade. Il s'insère dans un pan de bois à grille. Les autres cloisons sont à grille de chaque côté. Et donc les croix de Saint-André sont composées de 3 pièces de bois assemblées avec des chevilles. Donc on a 2 registres ici de croix de Saint-André. Au niveau du ourdi, donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur le torchis, on trouve aussi ponctuellement dans les petites landes une utilisation de moellons de calcaire, et pour le pan de bois que je vous montrais tout à l'heure à Croix de Saint-André, une utilisation de briques, de petites briques, recouvertes aujourd'hui d'enduit. Pour le deuxième exemple, il est complètement enduit, je n'ai pas pu vérifier la nature du ourdi. Intéressons-nous maintenant aux assemblages. En règle générale, c'est du tenon et mortaise chevillé. Si on s'intéresse aux sablières de plancher, donc dans la travée latérale, vous voyez qu'ici on a un assemblage à tenon passant bloqué par 2 chevilles, qui doit certainement jouer ici un rôle de tirant, j'imagine, encore qu'il faudra qu'on en discute. Et en ce qui concerne le demi-arbalétrier, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, que je vous montrais tout à l'heure, qui est aussi ici, on a également ce même type d'assemblage. Le poteau central qui est ici, mais qu'on va voir un peu plus en avant sur la diapo suivante, est assemblé en enfourchement avec l'entrée sur lequel porte la panne. Si on s'intéresse maintenant aux charpentes, on a un type mixte entre la charpente à ferme et panne et à poteau. Donc les pannes sont portées à la fois par les poteaux latéraux, mais aussi par les poteaux centraux ici, et dans une certaine mesure par ici ce que j'appellerais par un demi-arbalétrier, mais je ne sais pas si le terme est correct, et par l'arbalétrier ici, les arbalétriers ici et ici, où on a les pannes qui sont là. Vous avez ce système d'enfourchement ici qui est bien visible, ou alors, donc c'est surtout pour les charpentes d'auvent qu'on retrouve cet assemblage-là. On retrouve également, de manière un peu plus classique, l'entrée qui repose sur la panne sur laquelle reposent les chevaux. Un élément intéressant, ce type de pan de bois se retrouve aussi sur les bâtiments agricoles, avec ici une bergerie, à la différence qu'on va trouver, on ne trouvera pas de poteaux de remplissage ou de colombes, ou de manière bien plus espacée. À la place du ourdi, on va trouver des planches de bois qui sont disposées à l'horizontale, enchâssées à l'intérieur des poteaux que vous avez ici. Comme les pans de bois, comme les poteaux sont plus espacés, on a un recours plus systématique à des guettes que vous retrouvez ici, qui sont associées à la sablière haute. Oui, haute, c'est ça. Au niveau des ouvertures, on a une croisée qui est associée au pan de bois à Croix de Saint-André, associée donc à l'étage ici. Sinon, c'est plutôt, alors j'espère qu'on voit bien, sinon c'est plutôt des linteaux avec des arcs surbaissés ou alors des linteaux droits. Au niveau des systèmes de fermeture, on va trouver des barreaux en bois, dont on a juste la trace ici qu'on voit malheureusement pas, et sinon des volets qui se rabattent d'un seul battant. Au niveau du décor, le décor il est assez limité en fait sur ce type de maison-là. On trouve quasiment nulle part. Il est concentré sur l'auvent. On va jouer sur les formes du bois ici avec la maison du mineur à Marquez, où on joue sur des bois cintrés ici, et aussi sur l'auvent. C'est aussi le cas pour la maison de la Poule et du Renard à Luxeuil, où vous avez un jeu dans la charpente. Bon, les charpentes ont en général des contrefiches, mais on a un jeu ici de courbes et de contre-courbes. Ce qui est intéressant, c'est de noter la présence de dates portées à Luxeuil, donc en Haute-Lande, dates portées qui vont de 1700 pour Luxeuil, 1780 à 1860. Donc on a une date portée, on a aussi le nom du charpentier et on a aussi le nom du propriétaire.
Le charpentier signe la pièce maîtresse de son ouvrage, qui est ici l'auvent. C'est aussi une marque des grands propriétaires. Seuls les grands propriétaires terriens construisent des auvents ouvragés et en général, ils ont des maisons qui sont dotées d'étages. Là, vous avez un autre détail d'auvent à Cachin. On a redoublé la pièce, où on a redoublé l'entrée, on a associé des croix de Saint-André. Au niveau de la datation de ces pans de bois, si on s'intéresse à la datation, la chronologie relative, il y a plusieurs éléments qui vont nous permettre de dater. Si on revient pardon, je reviens en arrière, excusez-moi. Voilà. On a un pan de bois qui est assez simple, avec des contreventements qui sont peu nombreux. Une répétition des mêmes pièces, en fait, à un pan de bois qui est assez standard, finalement, assez simple. Et surtout, on a un corpus qui est assez homogène. Tous les bâtiments sont quasiment construits de la même manière. Ici ou là, on va trouver la suppression d'un demi-arbalétrier ou un contreventement différent, mais sinon, ils répondent à peu près tous à ces modes de construction. Si on replace ça au référentiel en Nouvelle-Aquitaine et dans les Landes, dans ce qu'on a pu consulter avec les dossiers d'inventaire notamment, et les opérations d'inventaire qui ont été menées un peu plus dans le sud des Landes, on serait entre le XVIe siècle et le XIXe siècle. Donc c'est une fourchette chronologique qui est très très large, hein, j'entends bien, avec plutôt, on va dire, fin XVIe, XVIIe siècle pour cette utilisation de croix de Saint-André avec la croisée et la brique que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Et sinon, plutôt XVIIe et XVIIIe siècle, voire XIXe siècle. C'est ce qu'on peut trouver dans la biblio et c'est ce qui correspond au référentiel qu'on a pu consulter. Maintenant, intéressons-nous à la question de la chronologie absolue. Et là, on va aborder la question de la maison Malichek. Mais avant ça, plusieurs éléments permettent d'approfondir cette chronologie entre le XVIe, peut-être la fin du XVIe et le XIXe siècle. On a des sources planimétriques et des sources écrites qui viennent étayer cette chronologie, mais qui ne viennent pas la contredire non plus. Donc on a assez peu de sources en fait, qui nous permettent d'accrocher cette chronologie relative. En termes de marques, je l'ai dit tout à l'heure, on a des marques au XVIIIe et au XIXe siècle. Mais ces marques se développent à partir de cette période-là. Peut-être que les constructions qui sont antérieures n'étaient pas marquées. Bon, et maintenant, intéressons-nous à cette question de la maison Malichek. Donc la maison Malichek a été datée par dendrochronologie en 2011. Enfin, en tout cas, les résultats ont été publiés en 2011 dans l'ouvrage de la Lagune à l'Aérial. C'est une maison qui était tripartite à l'origine et dont il ne reste plus que la travée centrale aujourd'hui. Cette maison a été datée par dendrochronologie du XIIIe siècle. XIIIe siècle, et une dizaine d'autres bâtiments ont aussi été datés des XIIIe et XIVe siècles. Bon, le problème, c'est qu'on aurait pu s'en tenir là, mais le problème, c'est que la fouille qui était menée sur cette même maison, en 2011 également, enfin, les fouilles étaient avant, mais à renfort de stratigraphie, de mobilier archéologique et de C14, vient étayer une datation XVIIe siècle. Ce qui ne nous avance pas beaucoup, pour le coup. En sachant qu'on n'a pas pu encore consulter le rapport de C14 et le rapport de fouille. Donc on a deux camps qui s'affrontent. Donc ce qu'on a fait nous, je ne l'ai pas dit, mais les charpentes que je vous montrais tout à l'heure, avec l'enfourchement, sont datées XIIIe siècle, aussi par le même laboratoire. On peut le retrouver dans Off Summer, les charpentes du Pays d'Ouest. Ces charpentes sont datées entre 1200 et 1800. Et je pense se fondent sur les datations qui ont été proposées par le laboratoire, donc qui datent XIIIe siècle. Bon, évidemment, nous, on a un peu hérité du bébé quand on est arrivé là depuis un an et demi. Donc, ce qu'on a fait, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a relancé les datations avec un autre cabinet dendrochronologie, et on a reprélevé sur les mêmes bâtiments. Et pour le premier qui était daté, on n'a pas pu dater, c'est-à-dire que la dendrochronologue n'a pas pu sortir de date. Et pour le deuxième, on trouve des dates, mais pas les mêmes. Ça veut donc dire que on est obligé d'en revenir à la chronologie relative, qui est certes perfectible évidemment, mais on n'a pas d'autres éléments qui nous permettent de dire ça. En absence de décor, on reste sur cette chronologie un peu lâche, qui n'est pas satisfaisante, j'entends bien, mais qui se justifie scientifiquement en tout cas. Alors on peut se poser la question, ah oui, alors là je vous avais mis les C14 qui viennent contredire la dendrochronologie et le mobilier de fouille sur la maison Malichek.
Alors on peut se poser la question, cela dit ça marche assez bien avec ce qu'on connaît sur le territoire, à savoir qu'on a on a un corpus qui est assez cohérent, entre certainement, pour les plus nombreux, entre le 18e et le 19e siècle, ce qui correspond à l'explosion démographique dans les Landes entre 1750 et 1880. Donc la fourchette chronologique fonctionne avec cette explosion démographique observée dans les Landes. Et surtout, ça fonctionne assez bien. Ensuite, on peut se poser la question de où sont passées ces maisons médiévales, puisqu'on a une pérennité d'occupation. Voilà, on n'arrive pas à mettre la main dessus. Alors soit c'est notre chronologie relative et notre mode d'étude qui ne nous permet pas de mettre la main sur ces maisons médiévales qui existent bien, mais pour l'instant, avec les données qui sont les nôtres, on est encore dans le recensement, on échoue à mettre la main dessus, soit c'est que ces maisons, elles ont disparu. Alors pourquoi elles ont pu disparaître? Évidemment, il y a la déprise agricole, il y a un contexte qui est très très compliqué, avec beaucoup de tempêtes, avec un climat qui est très humide, ou alors tout simplement, ces maisons ont été diluées dans d'autres maisons qui sont plus récentes, avec des modes de construction qui sont plus récents. Et là, on entre dans une, on va dire, une tradition qui est bien landaise pour le coup et qui est bien attestée, mais qui est y compris attestée là au XVIIe siècle, à savoir le fait de déconstruire une maison pour en réparer une autre ou pour en reconstruire une ailleurs. À charge de celui qui va hériter de la maison qui vous est présentée là, de pouvoir, donc à celui qui prendra le présent lot, de se remuer la dite maison, autrement fournière, si bon lui semble, pour se réparer la dite maison vieille. Ça veut donc dire que voilà, c'est quelque chose, j'enfonce une porte ouverte, là on est bien d'accord, mais les bois sont déconstruits et reconstruits ailleurs. Les maisons ou les dépendances agricoles. En sachant que dans les Landes et dans la sphère girondine, le partage est fait de manière équitable entre les différents héritiers d'un aréal, par exemple, d'une ferme. Ça veut dire qu'on va séparer cet aréal en lots. Alors, si jamais les différents héritiers s'entendent, ils peuvent former un tinel, une exploitation agricole commune, mais si les cadets a envie de fonder sa propre exploitation agricole, rien n'empêche virtuellement de prendre les bois, de se les remuer ailleurs. Voilà quelques éléments de réponse qui, j'espère, nous permettront d'alimenter le débat sur la question. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, j'avais encore plein de diapos à vous présenter, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter par la suite. Voilà, alors on va glisser maintenant tout à fait à l'est, en Pologne, en accueillant Ulrich Schaff de l'université Copernic à Toruń en Pologne. Et je suis désolé, je vais sans doute écorcher votre prénom, Maciej peut-être. Maciej Prarat de l'université. What? Excuse me? Ah. It's difficult for me to pronunciate. Maciej Prarat. Voilà, de l'université Copernic à Toruń, en Pologne, et qui vont nous présenter leurs travaux sur la maison rurale à Arcade en Pologne du Nord, du 16e au 19e siècle. So. Thank you very much. I think we must apologize that our research we will present in English, not in French, but I hope it will be okay. And of course, so speak slowly, maybe. And of course, thank you very much for the invitation for this conference. Thank you. In Poland, there can be found a number of rural timber-framed houses. Arcaded houses in the north part of the country have a prominent place in this group due to their size and decorativeness of their structure. The purpose of this presentation is an attempt made to present the development of the architecture of the timber frame facades of these houses from the 16th to the 19th century. There will be considered certain formal aspects of these houses. Moreover, the effort will be made to emphasize the division into Renaissance, Baroque, Classicism, and Historism. It should be noted, however, that the results obtained in respect of some periods are not representative due to the lack of sufficient number of examples. Another goal will be to relate the typology to solution applied in other areas of Poland and East Germany. In order to complete the task, at first, illustrative material, drawings and photos was collected for all known buildings in the area, which were then dated, partly on the basis of preserved inscription, with the year of construction, partly instinctively on the ground of existing literature.
Subsequently, this material was analyzed in the relation to the vertical, struts and posts, horizontal, ground plate, top plate and rail, oblique elements, braces, and infill material of the panels. The researchers' interest in the rural architecture dates back to the early 20th century. Basic typology was developed by German architects and restorers. In the post-war period, this resource was discussed in the context of war losses and then from the perspective of detailed research and selected buildings or individual builders. The latest study is devoted to arcade houses in terms of preservation status and restoration issues. It also contains a chapter in which several forms of timber frame structure are discussed. However, the lack of detailed reflection of this topic, as well as the fact that there are no reference to the solution applied in other areas, was the main reason to undertake this research. Nevertheless, before we proceed to some detailed characteristic of timber frame architecture, a few words should be devoted to the area itself. Region of Żuławy stretches between the river Vistula and Nogat. In the 12th century, the natural process of delta creating came to an end. Since then, the settlement have been known in this area. In the 14th century, plenty of people settled here under the German law. This land belonged to the Teutonic Order. From the 16th century, the area belonged to the Polish king, and it was hit by a wave of Dutch colonizers, mainly the Mennonites, who were religiously persecuted in their country. By constructing canals and flood banks, the settlers changed water relation to the greatest extent. As soon as the partition occurred in the late 18th century, the area was included in the West Prussian province. After the Second World War, it found itself with the Polish border again. Specific field conditions, mainly fertile soil and periodic flooding, led to the fact that the large farms with characteristic buildings dominate in this area. In the previous studies, there were distinguished three main types. They were built with using timber frame or mixed construction with log or masonry walls and identified with peasants who were settled under German law. The first type includes houses with gable arcade. The oldest known example date back from 1572, but they occurred until the mid-18th century. These were two-story houses on a rectangular plan with a high hallway, which led to residential and utility rooms. There was a full arcade supported on posts at the front of the building. The other type is monumental in terms of its shape. In relation to the first one, it is distinguished by an additional side wing forming the letter T or L. They could have a total area of up to 500 square meters. The oldest known examples date back to the late 17th century. They occurred until the mid-18th century. The arcade covering the entire width of the gable wall goes far beyond the outline of the ground floor, creating space for unloading grain. Again, a crucial element was a high two-story hall with a gallery, reaching a height of over 4 meters. On the ground floor, there were the utility rooms in the main wing, while the living rooms with the black kitchen were located in the added side wing. The third type also appears in the late 18th century. The entrance to the house is located in longitudinal wall. The extension was perpendicular to the ridge, but not always situated on the central axis of the house. The layout of the house with an L-shaped hallways included living rooms, a kitchen, and utility space. Within the third type, different variants can be distinguished based on the form and function of the building, depending on the time of creation. The oldest houses have prominent arcades which could prove their storage function. With time in 19th century,
the arcade gets diminished and changed into a residential area. The last stage is the transformation of the arcade into a shallow porch. Yet another category was a peasant farm combined with a living space, livestock area, and the barn covered with one roof. They are identified with the colonists from the Netherlands who came to this region in the mid-16th century. The oldest known example dates back to the mid-18th century. They were constructed with using the ridge system with an L-shaped hall. On one side, there were rooms with black kitchen, and the other, the barn entrance. They also had several arcade extensions. Their spatial arrangement and arcade were therefore analogous to the detached houses of the third type. More than 100 houses have been preserved to this day. The vast majority of them, over 90, belong to the third type. This resource will be now subjected to a detailed analysis of the architecture of timber frame facades. Uli? Okay, thank you very much to my colleague. And I think I will start immediately with the first period, the Renaissance period. From this period, we have only 2 examples, so we don't know exactly if they are really representative for the architecture in this period, but it is as it is. We don't have any more examples. In generally, we can say that we have in this period a very simple structure of the half-timbered construction. We can see it especially in this example from Liptze from 1572, with only rare straight braces on the first floor and in the pediment. If we have a closer look at Liptze, we see we have equal spaces between all the posts and studs. The space between the studs is nearly the same as the space between the ceiling beams, and we have continuous rails on all levels, which are completely independent from the position and the size of the windows. The situation changes slightly at the beginning of the 17th centuries. For the first time, we can see they used additional studs, and so we can speak about a rhythmical order of the studs. The spaces are not always the same, it is one thing. The second thing is the rails below the window openings are on a lower level. We don't have anymore the continuous rails. But in both cases, we can clearly see the ceiling beam area is completely visible. Now we are in the time of the high and late Baroque, because we don't have any example from the early Baroque. More precisely, we have here some examples from the first quarter of the 17th to the middle of the 18th century. In general, we can speak about an enrichment of the simple structure of the half-timbered facades through a variety of brace shapes and brace arrangements. In all examples, we have equal distances between the studs. We can very clear it's seen here, for example, in Trutnovo, or we can even see it in Milwaukee in 1731, the equal spaces. And in this time, the stud position is clearly in accordance with the ceiling beam position. There's only one a building, it is Kletje in the middle of the 17th century, where the distance between the studs is slightly narrower than the distance between the beams.
In some buildings, we can see the traditional continuous rails. For example, in Sætre Bjälkje, it is 1688, or in Trutnove in 1720. Even in Milwaukee, 1731, but we have a closer look at Kletje and Stalevo in the middle of the 18th century. We can see they used additional short rails below the window openings. In all examples in this period, the ceiling beam endings are clearly visible in the facades. In the last quarter of the 17th century, we see in Sætre Bjälkje, for the first time, we have straight passing braces on the first floor, and it is the only form of braces we have. But we have various braces in nearly all panels in the facades from the first quarter of the 18th century on. And now we will have a closer look at the different brace shapes and the different brace arrangements. And I have 3 or 4 examples. And I start with the third one, Trutnove, 1720. We can see we have straight floor-high passing braces. We have rhomboidal-shaped up and down braces overlapped with cross bracings. We have single curved braces. We have double curved braces. We have cross bracings. We have cross bracings consisting of 2 double curved braces. And in the next building in Milwaukee in 1731, for the first time, we have a floor high passing brace and 2 double curved braces as passing braces. And a little bit later, in the middle of the 18th century, in Kletje, we have, for the first time, rhomboidal-shaped braces consisting of curved up and down braces overlapped with cross bracings. And in Stalevo, we can see something very similar to a so-called K-shaped braces. So we have a really high variety of different braces in the first half of the 18th century. Now we come to the third quarter of the 18th century. Again, here we have 3 buildings from the end of the 17th till the mid of the 18th century. And now we have a closer look at what happened in the last quarter of the 18th century. In the first building in Nova Kościelnica, from the middle of the 18th century, we still have this floor-high straight bracings as we had in Sætre Bjälkje, and we have single and double curved braces as we saw in Trutnovo in Kletje. In Olechno in 1768, we have a facade with various brace shapes and brace arrangements too, but there's one big difference. We have the braces only in the panels of the pediment. So it is the first step towards a similar structure, because on the level of the first floor, we don't have anymore any braces. And the next step in Mare Nove, 1771, for the first time, we have a facade without any braces. So that's the most important difference. The second difference is, if we have a closer look at the stud position in Olechno and in Mare Nove, they are closer.
the space between the studs is now narrower, yeah? And so they do not correspond with the spaces between the ceiling beams. That's are two completely not connected things. And there is one more thing. We have it in Olechno in 1768 for the first time. The rail under the window opening is on a lower position than the other rails. Now we come to the early classicism, exactly to the first quarter of the 18th century. And in this period, in this 25 years, we have a really large variety in the construction, in the half-tapered construction of the facades. We have equal spaces between the studs, and you can see it here. In Rogene, it's the 18th century, or Izbiska, 1778, or it's the second possibility. We have a rhythmical order between the studs on the level of the window openings in the three buildings in Shalenets or Krasnovenka or Steplevo, all three from the end of the 18th century. We have from one side continuous rails. We can see it here, for example, in Koszwaue, one rail, one continuous rails. And we have it in Shalenets too. And we have examples with a rail position below the window opening on a lower level. It is the second solution. We have from one side facades with braces in nearly all panels, these three ones here. And we have facades with braces, different brace shapes and brace arrangements, only in the pediment. These are these three examples. If we have a closer look at what happened in the first quarter of the 19th century, we can see the situation clearly changed. We have a dominance of a simple structure of the half-timbered construction. We have, in general, rhythmical spaces between the studs, and we have, in addition, short studs under the window openings in all cases. The studs generally are in a narrower distance than the ceiling beams, and we have predominant continuous rails under the window openings, but with additional rails, and we can see it, for example, here above the window openings. The most important thing is that we have facades nearly without braces. We have only, and you can see it, for example, here or here, in the upmost panel, two single curved braces. But that's the only ones we have in the facades. Now we are already in the historicism, and we can see we have the traditional solutions we already described till the middle of the 19th century. But we have in the second half of the 19th century new solutions. That means the studs are again in a larger distance, with or without additional studs under the window openings. We have again straight passing braces or cross bracings in the panels next
to the corner posts. We can see it here, or we can see it here. Sometimes we have one passing brace above another. We can see it, for example, here. And the panels we have with visible and mostly ornamental brick. But we have to say it is not a reversion of older styles, but it is a new half-timbered architecture. In summary, we can say we have in the Renaissance period a simple structure of the half-timbered construction with only rare straight braces on the first floor next to the corner posts. And in the pediment, we have in the high Baroque an enrichment of the simple structure of the half-timbered facades through a variety of braces. You can see it here, through a variety of braces. That means brace shapes and brace arrangements. In the late Baroque, we have a continuation of using a variety of brace shapes and brace arrangements, but only in the pediment. You can see it here, but only in the pediment, and we have a simultaneous reduction of the braces on the first floor and a reduction of the distance between the studs. In the Classicism period, we have an ongoing reduction of the braces, a domination of a simple structure of the half-timbered construction, and in the Historicism, a renewed enrichment of single half-timbered construction through cross-bracings, chamfered corners of all wooden elements, and resetted and exposed masonry. But again, it is a new solution in the half-timbered architecture. At the end, we will have a short look at the situation regarding other half-timbered buildings in Poland. We have some selected here in the middle, and at some selected half-timbered constructions from the areas near the eastern border of Poland. That means Mecklenburg, Western Pomerania, Brandenburg, Saxony, and Saxony-Anhalt. From one side, we can very clearly see that we have a lot of similarities. We have a basic similar development from a half-timbered construction in the Renaissance, a single one, through an enrichment by various braces, shapes, and brace arrangements in the Baroque to a simplification in the Classicism, and a renewed enrichment by braces and cross-bracings in the Historicism. But there are differences too. The brace shapes and brace arrangements in the arcade houses are more diverse and longer, and really longer in fashion. For example, if we compare the situation, this is a building from the beginning of the it is from the beginning of the 19th century. And if we have a closer look at this building here, it is 100 years early erected. It is from the beginning of the 18th century. Yeah? So the different shape, the different brace arrangements are really longer in use, and the simplification of the construction starts later. Yeah? It is about 100 years. So that's all. Thank you for your attention. Thank you very much. Okay. Et enfin, pour terminer cet après-midi, nous accueillons Klaus Freckmann,
qui a été directeur du musée de plein air de Rhénanie-Palatinat, et puis président aussi de la grande association allemande d'études de la maison, l'Arbeitskreis für Hausforschung. Mais, je ne suis pas le président. Ah, j'ai vu gérant, mais je pensais que c'était une erreur de traduction. Nous vous laissons la parole. Oui, mesdames, messieurs, études comparées des églises en pan de bois en Europe centrale. Note préliminaire. Tout d'abord, je voudrais souligner que j'ai eu parfois des difficultés avec la terminologie spécialisée de la charpenterie. Les termes ne sont pas congruents en français et en allemand. Cette contribution s'oriente de l'ouest à l'est, de la France vers la Pologne. À l'intérieur des régions, les bâtiments sont présentés chronologiquement. Si la littérature consultée le permet, les dimensions des églises seront indiquées. Introduction. C'est sous des aspects différents que la construction en bois des églises devient visible. En plus, la combinaison de la construction en dur et en pan de bois n'est pas rare en ce qui concerne les églises rurales. Rendons-nous à la France, plus précisément en Champagne humide, située au nord-ouest de la ville de Troyes et au nord de Bar-sur-Aube. Depuis le milieu du XXe siècle, leurs églises ont reconnu comme une partie de l'héritage culturel national. Dans la Champagne humide et dans les régions voisines, le bois est la matière de construction naturelle. Il suffit de regarder les maisons en pan de bois à Troyes. Mais comment apprécier les bâtiments qui sont en moitié maçonnés et à moitié charpentés? Il y a quelques églises du Moyen Âge tardif et du début des temps modernes dans les départements Marne et Aube qui se présentent d'une telle façon mixte. Ainsi, le chœur de Sainte-Marie du Lac-Nuisemont, Marne, est bâti de pierre claire de Craille, tandis que la nef est construite en pan de bois. La partie la plus ancienne de Marie du Lac semble dater du XIIIe siècle. Selon une datation dendrochronologique, le bâtiment a été prolongé à la fin du XVe siècle par une nef en pan de bois, qui a été transformée au XVIIIe siècle. 2 et 3. L'église du village Chauffour-les-Baillis, Aube, montre une architecture semblable. Les églises de Sainte-Marie du Lac et de Chauffour ne sont pas les seuls exemples dans la Champagne possédant cette combinaison particulière de construction massive et en pan de bois. Comme le montre la littérature, il s'agit en général des bâtiments qui ont été commencés par une construction massive qui n'ont pourtant pas pu être achevés dans la manière prévue. Alors, leur nef a été érigée en pan de bois. C'était la misère économique et la misère économique et la pénurie des pierres à chaud à la suite des guerres entre les maisons de Valois et de Habsbourg entre 1542 et 44, qui sont cités comme la cause des changements de plan. Vu les églises en construction mixte, on pourrait penser que le pan de bois était considéré comme une matière inférieure. Toutefois, le pan de bois restait, non seulement dans les régions rurales, mais aussi dans les villes, la manière de construction favorisée, comme le montre l'exemple de Troyes. On trouve des constructions ajoutées en pan de bois ou les mises en place sur des structures plus anciennes, massives, aussi dans d'autres régions, par exemple en Franconie en Allemagne.
Une attention particulière est également accordée aux chapelles construites en pans de bois. Malheureusement, en Champagne, il ne reste que très peu de ces petits bâtiments du Moyen Âge. Un de ces exemples se trouve à Soulaine-d'Huys, Aube. Ce petit bâtiment de 8,50 mètres sur 5 mètres qui, selon une analyse dendrochronologique, date de la période entre 1484 et 1504, appartenait initialement à un hôpital qui soignait des lépreux. Les seuls décors sont des saillies semblables aux chapiteaux des poteaux intermédiaires. Le pignon de la chapelle possède deux aspects caractéristiques qu'on rencontre fréquemment aussi dans les églises paroissiales, une partie saillante et un avant-toit arrondi. Dans ces cas, il s'agit d'une protection de la façade orientée vers l'ouest contre les influences atmosphériques. La situation d'accès à Bar-sur-Aube, datant en partie encore du Moyen Âge, se présente d'une manière plus élégante. La parenté avec une construction en pans de bois est très visible. Dans le langage courant, une telle partie saillante est appelée alloy. C'est écrit H-A-L-L-O-Y. La fin du XVe siècle, la fin du XVe et la première moitié du XVIe siècle étaient les périodes les plus intenses de construction des églises en pans de bois. Les traits caractéristiques principaux de cette manière de construction seront présentés à l'exemple des 4 églises suivantes, celles de Outines, de Lantilles, de Châtillon-sur-Proué et de Langsol. Outines, Marne. Cette église met un accent marquant à un paysage surtout plat. Sa taille indique qu'il s'agit d'une paroisse assez importante. Sa colorisation en brun, noir et blanc, valable par toutes les églises en pans de bois en Champagne, est impressionnante. Pourtant, on ne peut pas dire si ce contraste de couleurs vif et authentique. À Outines, on a d'abord l'impression de voir un ensemble non homogène composé de 2 compartiments, de la grande nef avec son toit tiré vers le bas et de la partie nettement distinguée du haut transept avec le chœur. Le pan de bois dans cette partie, arrangé dans plusieurs couches, mises l'une sur l'autre, est particulièrement remarquable. Les puissants poteaux corniers et intermédiaires forment la carcasse extérieure, tandis que les bois des saunes des murs n'ont que des fonctions de poteaux. La construction antérieure de la nef longue consiste de 2 fils parallèles de poteaux qui soutiennent les parties en retombée. Des aisseliers entre les bois verticaux et horizontaux assurent le contreventement. En dessus se trouve un plafond en bois simple, porté de matrières minces. En dessus de la travée de la croisée du transept, la terminaison du plafond montre une construction particulière. Elle consiste en 4 presque quadriques formés par 4 bois quadrangulaires renforcés par des bois diagonaux et étendus pareils. Une telle structure se trouve également au-dessus de la travée du transept de l'église de Langsol. En principe, la construction portante à Outines se présente comme une charpente avec panne portée sur des portiques à poteaux. Cette comparaison s'imposera surtout si on regarde une coupe transversale de la nef longue. Les entrées entre ces hauts poteaux sont comparables aux poutres de chevalet, une conception comme à l'église Sainte-Catherine à Honfleur. La construction de Outines commença en 1512, après que la partie
est et le chœur étaient terminés suivaient en 1522 la grande nef qui était d'abord conçue comme une halle. La charpenterie des nefs latérales indique qu'il s'agissait d'une mesure de construction ajoutée. Lentilles. Aube. L'église Saint-Jacques et Saint-Philippe présente une architecture esthétiquement prestigieuse à la campagne. Elle date également de 1512. Son apparence extérieure est empreinte par le pan de bois de la longue nef haute et des nefs latérales basses, ainsi que par la flèche en dessus du toit à deux versants et le pignon ouest couvert de bardeaux avec sa terminaison arrondie. Les dimensions de l'église sont comprises entre 22 mètres de longueur et 12 mètres de largeur. Le chœur, la longue nef et les nefs latérales sont coordonnés entre eux. Le principe d'un basilique appliqué ici fait apparemment partie d'une conception de construction qui, dès le début, avait prévu les parties mentionnées du bâtiment. Comme d'habitude, la construction portante consiste des hauts poteaux qui s'étendent jusqu'au toit. L'apparence actuelle de l'Antille se doit surtout à des mesures de restauration par lesquelles, à partir de 1933, l'état originel de l'église a été reconstitué. Bailly-le-Franc, département Aube. Le bâtiment entier de l'église Sainte-Croix, également construite au XVIe siècle, ressemble à celui de l'Antille. Cette parenté révèle un consensus architectural entre les commettants et les artisans. La structure de la charpente antérieure et surtout du comble indique un tel consentement. Cependant, à cause du plafond sur la longue nef, elle reste en général invisible. Le seul bâtiment sacral avec un aménagement des combles visibles d'en bas se trouve à Longuesol. La longueur totale est de 15 mètres 40, la largeur est de 12 mètres 50. Longuesol, Aube. L'église Saint-Julien et Saint-Blaise, érigée en 1483, a gardé une particularité. Les saunes hautes du pignon montrent une ferme débordante. La vue en plan consiste d'une longue nef et d'un chœur à terminaison droite et de deux nefs latérales avec chaque fois une chapelle. La construction portante montre le schéma habituel couvert d'un système de chevrons et d'asseliers hauts. Ainsi, on observe l'effet d'un comble voûté. La charpente en dessus de la croisée du transept est particulièrement compliquée et ressemble à Outine. L'Allemagne. Par manque de temps, je ne peux donner que quelques exemples. La Hesse. C'est dans le land de Hesse qu'il se trouve le plus grand nombre d'églises en pont de bois en Allemagne. Une association de promotion d'églises anciennes a reconnu leur valeur en tant qu'héritage culturel régional et elle s'occupe depuis 1973 de leur maintien. Les églises du Moyen Âge tardif en Hesse ont un plan de sol rectangulaire et la construction en bois se limite à ce qui, sur le plan statique, est nécessaire. Des assemblages attenants semblent être la règle. L'église en pont de bois du village de Wagenfurt, près de Kassel, un des exemples les plus anciens, date vraisemblablement de la fin du XVe siècle. Avec ses 4 mètres de largeur, ce bâtiment est très étroit, mais à cause de la saillie à l'étage supérieur qui indique un espace de stockage de céréales
Il dispose d'une hauteur surprenante. Les parois en pan de bois de l'intérieur, 7 mètres d'auteur, consistent de poteaux et de décharges hautes qui sont visibles de l'extérieur. Un plafond simple et plat couvre l'espace. Avec le changement des territoires en est du catholicisme au protestantisme, des bâtiments existants étaient transformés et les nouvelles églises l'exprimaient dès le début. À l'intérieur, l'autel prédicateur devenait à la fois leur centre spirituel et l'élément architectonique prééminent. La Thuringe. Cette région boisée profitait de sa richesse en matériel de construction. L'église en pan de bois, la plus ancienne de Warta, près de la ville de Eisenach, date vraisemblablement de 1586. Les parois à l'extérieur, marquées par des poteaux de fond et des guettes sous la forme de la lettre K, entourent une grande salle à l'intérieur. L'église de Hauröden, environ 45 km vers le sud-est de Göttingen, bâtie entre 1687 et 1692, possède un plan de sol rectangulaire avec une finition trilatérale. Le portail, richement structuré, constitue en contraste à la simplicité des parois en pan de bois. Sa conception dispendieuse correspond à celle de l'architecture intérieure, par exemple à la chaire intégrée à l'autel multicolore à 2 niveaux et à la galerie périphérique, décorée de peintures de scènes bibliques et portée par des colonnes tournées. L'église de Meiningen-Walbach est un cas particulier. Les formes du pan de bois rappellent celles de la Renaissance. Des chaises curules sont en décor des allèges de fenêtres. De tels ornements connus de la construction de maisons sont, pour des églises, exceptionnels. En Saxe-Anhalt et Saxe, l'image familière d'églises en pan de bois se répète. À part de quelques exceptions, ces bâtiments datent de la fin du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Souvent, elles remplacent des églises précédentes détruites pendant les guerres. Leur mode de construction simple indique la précarité financière de la période après-guerre. On dépendait du soutien du souverain. L'église de Spreewitz, dans la région de Bautzen, en Saxe, est un des rares exemples qui, à l'intérieur, montre une richesse impressionnante de formes architecturales. Le pan de bois est charpenté de manière habituelle. Le décor baroque à l'intérieur est homogène. L'élément le plus important à l'intérieur est, bien entendu, l'autel auquel on a intégré au XIXe siècle la chaire. Brandebourg. Les bâtiments cléricaux ressemblent à ceux en Saxe et en Saxe-Anhalt, comme le font les réalités territoriales historiques et les données confessionnelles de l'époque. Ceci s'exprime entre autres dans les églises prédicateurs. L'exemple de Waldobrandt date du début du XVIIIe siècle. Un toit en groupe couvre la tour blanchée iée. L'intérieur montre la structure en pan de bois ainsi que la conception baroque et le plafond peint légèrement courbé. La Pologne. Une étude sur des églises en pan de bois inclut également des régions en Pologne, à l'ouest et surtout au sud-est où se trouve la plus grande partie de la Silésie. L'église du village de Kleps, à l'est de la rivière Loder,
est l'une des plus remarquables églises en bois de Pologne. Pour la construction des poteaux de fond et des guettes ou des arbalétriers, on utilisait du bois de conifères. Les compartiments sont murés avec des briques. L'extérieur indique que la nef est divisée en deux parties. À l'intérieur, ceci correspond à une distinction entre l'espace réservé au personnel clérical en avant et les laïcs derrière. Pour une église de village, l'ensemble du décor paraît extraordinairement coûteux. En Basse-Silésie, une majorité de la population adhérait au XVIe siècle au protestantisme, qui, dans le mouvement de la contre-réforme, était d'abord toléré. La liberté de religion fut pourtant annulée en 1620. Les protestants étaient obligés de construire leurs églises en pans de bois et à l'extérieur des murs d'enceinte urbaine. L'église immense de Javor, fondée en 1652, est composée d'une longue nef haute, de deux nefs latérales basses, d'un chœur trilatéral et d'un côté ouest plat. La tour, pas très élevée, s'ajoute au côté sud du bâtiment. L'intérieur contredit l'apparence simple de l'extérieur. 4 galeries longent l'espace de 44 mètres de longueur. Il est couvert d'un plafond plat qui est soutenu par des escaliers, des poteaux d'une hauteur de 15 mètres 70. L'ensemble de l'intérieur impressionne par sa couverture de peintures de scènes bibliques auxquelles s'ajoutent l'autel et la chaire baroque. Contrairement au plan de sol rectangulaire de l'église de Javor, celui de l'église de Svidnica, bâtie en 1652, est cruciforme. En ce qui concerne l'espace intérieur de Svidnica, il est d'un baroque absolument somptueux. La nef centrale mesure 44 sur 20 mètres et possède une hauteur de 15 mètres. L'église offre 4000 places debout et 3000 places assises. Les églises de Javor et de Svidnica prennent une place extraordinaire dans l'architecture en pan de bois. On pourrait discuter s'il s'agit d'architecture rurale ou plutôt urbaine. En tout cas, leurs origines ne sont pas de nature paysanne. Le souverain catholique d'Habsbourg exproprié entre 1654 et 1668 des églises protestantes. Pourtant, par la pression exercée par le roi suédois Charles XII, elles ont dû être restituées. L'église de Herrnprotz en est un exemple. Sa construction entre 1644 et 48 montre un pont de bois habituel avec des poteaux hauts avec lesquels les liens bas et les liens hauts, les escaliers, sont assemblés à mi-bois. L'intérieur, en style baroque rural, semble refléter un esprit de vie gai et serein, un contraste important à la réalité guerrière et lugubre du XVIIe siècle. Résumé. On peut distinguer, selon des aspects de géographie et de l'histoire de l'architecture, plusieurs groupes d'églises en pan de bois. En Champagne, ces églises remplacent en général des bâtiments prédécesseurs en pierre. Un exemple de Morenberg en Aube. C'est vraisemblablement à cause de pénuries économiques qu'on les reconstruisait en pan de bois,
tout en poursuivant une manière architecturale élaborée. Dans l'ensemble des religions allemandes, les églises en pan de bois se présentent, vu de l'extérieur, plus simplement. L'équipement baroque de l'intérieur, parfois exubérant, l'autel avec la chaire intégrée et les galeries reflètent l'esprit protestant. Ce sont des églises de la paix en pan de bois en Silésie, dont l'intérieur est aménagé le plus dispendieusement. Enfin, je voudrais remercier mon ami Helga Reuter-Kumpmann qui a traduit ce texte de l'allemand en français. Merci pour votre attention. Danke sehr. Est-ce qu'il y a quelques questions pour conclure cet après-midi, avant la conclusion définitive de l'après-midi? Moi, j'en avais une éventuellement concernant les opérations dans la lande. Je ne sais pas où est... Ah oui. En termes de... Pour revenir sur ces questions de dendrochronologie, sans paraître vouloir vous persécuter, à part sur les... Finalement, il y en a peu des maisons conservées en élévation qui appartiennent à ce système de l'aérial. Le taux de destruction est absolument faramineux. Oui. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait l'objet de datation C14, pas C14, d'Andro, à part la maison Malichek? Il y en a un certain nombre d'autres. Il y en a un certain nombre d'autres, alors pas forcément sur notre territoire, mais plus au sud. Ouais. Et en fait, elles datent, pour celles que j'ai pu consulter, alors j'ai pas consulté tous les dossiers d'Andro qui sont sortis pour le sud des Landes, mais les maisons que j'ai pu consulter dans les dossiers d'Andro, ça va entre, en tout ou partie, 13e et 14e siècle pour les datations d'Andro. Et après, en ayant reconsulté les dossiers de dendrochronologie, on a une corrélation entre un nombre de prélèvements qui est souvent inférieur à 10 par bâtiment, parfois l'absence d'aubier, et puis parfois aussi des bois datés qui font moins de 15 cernes de croissance. Et la corrélation de ces trois éléments-là nous a conduit aujourd'hui à remettre en cause ces et avec toujours le même laboratoire, en fait. Oui. Ah oui, c'est ça. Ouais, donc il faut reprendre la question, en fait. Voilà. Ouais. Donc on a fait table rase, on est reparti de zéro avec un nouveau cabinet de dendrochronologie. Oui, d'accord, ok. Voilà. J'ai peut-être parlé un peu vite, du coup. Oui, non, mais... J'ai un peu mes mots. Je rebondis juste sur la datation de la maison de Malichek. Effectivement, les datations sont dues en grande partie à un problème de protocole et de méthodologie du laboratoire de dendrochronologie qui a effectué donc, ces analyses. Et, pardon ? Le laboratoire n'existe plus maintenant, donc on peut en parler avant. C'est quelqu'un qui était dans le sud-ouest. Non, c'est bon. Voilà, et en fait, le problème s'est répercuté sur d'autres sites, d'autres bâtiments, notamment en pan de bois, qui ont été datés jusqu'en Bretagne, en fait, où les analyses sont à refaire par d'autres personnes maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, je crois que c'est la fin de la journée. Tout le monde est un peu là. Et donc, on va laisser place à la conclusion définitive. Je serai bref, parce qu'effectivement, la journée a été dense et intense, mais très, très enrichissante. Alors, c'est vrai, quand on avait, avec Clément, lancé l'appel à communication, on a vu beaucoup de candidatures, preuve que l'intérêt était réel pour ce type de journée d'études sur l'architecture rurale. Et il avait fallu faire un choix drastique des communications, et votre présence nombreuse ici confirme donc cet intérêt porté à l'architecture rurale. Donc, je voudrais remercier les intervenants pour la qualité de leurs interventions, et surtout d'avoir réussi à respecter la contrainte de temps, ce qui nous fait terminer dans les délais qui étaient impartis, en dépit donc de la richesse des sujets qu'ils avaient choisi de présenter. Alors les objectifs de ces journées étaient multiples. On espérait pouvoir justement, comme les présentations historiographiques l'avaient montré, il y avait un retard sur l'architecture en pan de bois rural. Donc les synthèses qui ont été présentées ici témoignent d'une activité de la recherche. On voulait aussi montrer toute la diversité de ce patrimoine, et là
les interventions tant par leur répartition géographique, mais aussi par les différences des pans de bois qui ont été montrés, avec des ossatures très simples, par exemple, qu'on trouvait dans les Landes, au Sologne, aux ossatures très riches que l'on avait en Alsace ou justement en Pologne. Ça témoigne bien de particularisme et de savoir-faire locaux. On voulait aussi illustrer cette polyvalence du pan de bois, et là, ça a encore été très bien montré, avec de très belles églises et tous les bâtiments agricoles que l'on a pu montrer. Et surtout, on voulait attirer l'attention sur la fragilité de ce patrimoine qui, on l'a vu, donc pouvait être détruit. On avait les sources là pour le Morbihan qui avait été exhumé pour le 19e siècle, mais on l'a vu de manière dramatique dans les Landes, là 93% donc, du patrimoine qui a disparu récemment. Dans de nombreuses régions, vous avez ce patrimoine qui est menacé parce qu'il est aujourd'hui abandonné et qu'il n'est pas protégé. On peut même voir que lorsque vous avez de très belles constructions comme en Normandie, il peut être profondément dénaturé par des travaux de rénovation et lorsqu'il n'y a pas de protection. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir en plus un suivi au cours des travaux pour permettre d'enregistrer les informations et de pouvoir restituer l'intérêt de ces constructions. Donc, puisque pour Clément et moi-même, donc l'intérêt de cette journée, c'était vraiment de montrer l'intérêt de ces constructions rurales, le danger qui pesait sur elles, et justement pour que tout cela ne tombe pas dans l'oubli, eh bien déjà la journée a été filmée, donc il y aura les captations qui seront disponibles sur la chaîne YouTube de l'INHA. Donc pour ceux des intervenants qui n'ont pas encore signé le petit papier, je vous serais reconnaissant de le faire pour que ça puisse être mis en ligne. Deuxièmement, j'espère donc pouvoir publier cette journée d'études. Là, je vais avoir des contacts avec justement l'INHA pour voir quel type de publication, en privilégiant une publication papier. Et également, comme on a vu beaucoup de sollicitations pour travailler sur le pan de bois rural, eh bien on va avec Clément organiser dans un an, en novembre prochain, un nouveau colloque. Alors on va un petit peu élargir la thématique, puisqu'on a décidé de l'intituler « Bâtir en bois à la campagne et à la ville » du XIIIe au XVIIIe siècle, approche pluridisciplinaire d'une technique de construction, et justement pour pouvoir là faire des parallèles qui ont déjà été évoqués au cours des interventions entre ce pan de bois rural et le pan de bois urbain, pour montrer justement tout l'intérêt de croiser les données sur ce type de construction. Donc merci à vous tous pour votre présence, merci aux intervenants, et puis je vous tiendrai au courant de la suite qui sera donnée à cette journée d'études et au colloque de l'an prochain. Bonne fin de soirée à vous.